peu de moments télévisés ont marqué les esprits avec une telle intensité que la conclusion de La Petite Maison dans la Prairie. En août 1983, dans les collines arides de Simi Valley, en Californie, Michael Landon, le cœur et l'âme de la série, mit en scène un final qui allait bouleverser des millions de fans. Ce n'était pas simplement la fin d'une émission culte, mais la destruction d'un univers symbolisant l'espoir, la famille et la ténacité des pionniers. Pendant 9 saisons, La Petite Maison avait captivé l'Amérique avec les combats et les joies des Ingalls dans le village fictif de Walnut Grove. Pourtant, dans son dernier chapitre, diffusé le 6 février 1984 sous la forme du téléfilm La Petite Maison, l'ultime adieu, ce hameau tant aimé fut réduit en poussière par des explosions réelles, un choix audacieux de Landon qui reste gravé dans l'histoire de la télévision. Ce récit plonge dans l'ascension de La Petite Maison dans la Prairie comme phénomène culturel, explore les tensions et les passions des coulisses et analyse l'impact durable de ce final explosif. À travers des détails historiques, des témoignages d'acteurs, des anecdotes de tournage et des contextes sociaux, ce texte reformule l'histoire avec des expressions originales pour éviter tout plagiat, tout en capturant l'essence du récit initial. Découvrez l'univers d'une série qui a redéfini le drame familial, la vision complexe d'un créateur visionnaire, et un adieu qui divise encore les fans près de 5 décennies plus tard. Lorsque La Petite Maison dans la Prairie fit son entrée sur NBC le 11 septembre 1974, elle ne racontait pas seulement une histoire, elle ravivait l'esprit de l'Amérique pionnière. Inspirée des mémoires romancées de Laura Ingalls Wilder, la série suivait la famille Ingalls Charles, Caroline, leur fille Marie, Laura, Carrie, et plus tard Grace dans leur quête pour construire une vie dans les plaines du Minnesota à la fin du 19e siècle. Ces récits, tirés des souvenirs d'enfance de Wilder, dépeignaient les épreuves des colons, hivers rigoureux, récoltes détruites, dettes écrasantes et maladies dévastatrices. Mais ce qui transforma cette adaptation en un phénomène, ce fut la touche unique de Michael Landon. À 37 ans, Landon était déjà une figure reconnue grâce à son rôle dans Bonanza, un western à succès des années 1960. En rejoignant La Petite Maison, il ne se contenta pas d'incarner Charles Ingalls, le patriarche robuste et compatissant. Il devint le maître d'œuvre de la série, scénariste, réalisateur, producteur exécutif et parfois monteur. Cette emprise créative fit de la série une œuvre profondément personnelle, reflétant ses valeurs de famille, de foi et de persévérance. Charles Ingalls, avec son regard bienveillant et sa force tranquille, était un idéal paternel façonné par Landon, qui avait grandi dans une famille marquée par les conflits et l'absence d'un père stable. Contrairement aux sitcoms légères des années 1970, comme The Partridge Family ou Ma sorcière bien-aimée, La Petite Maison osait confronter les spectateurs à des réalités dures. Landon voulait une série qui capture l'essence de la vie pionnière, mêlant moments de tendresse à des drames poignants. Ainsi, la série abordait des thèmes rarement explorés dans les programmes familiaux de l'époque. Les préjugés raciaux. Un épisode de la saison 3 montre un enfant noir fuyant l'oppression et cherchant refuge à Walnut Grove, obligeant la communauté à affronter ses billets. L'addiction. Dans la saison 9, un personnage lutte contre une dépendance à l'opium, une intrigue osée pour une série grand public. Le handicap. La cécité progressive de Marie Ingalls, développée sur plusieurs saisons, explorait les défis émotionnels et physiques d'une famille confrontée à la perte. Et la violence. Un double épisode de la saison 7 abordait le viol d'une jeune femme, un sujet tabou qui choqua mais toucha les spectateurs par sa sensibilité. Ces histoires, ancrées dans une foi chrétienne et un sens de la communauté, offraient des leçons universelles. Chaque épisode se terminait souvent par une résolution morale, l'amour et la résilience triomphent des épreuves. Cette approche donnait à la série une profondeur qui la distinguait des divertissements légers de l'époque. Le décor de Walnut Grove, construit à Big Sky Ranch dans Simi Valley, était un personnage à part entière. Conçu sous la direction de Landon, il recréait un village pionnier avec une authenticité méticuleuse, l'école à une pièce où Laura apprenait à lire, l'église où la communauté se rassemblait pour prier, le magasin général des Olsons, théâtre des intrigues de Nellie, et la maison des Ingalls, chaleureuse et modeste. Chaque détail, les planches usées, les clôtures bancales, les champs dorés immergeaient les spectateurs dans un autre temps. Mais le tournage était un défi. Simi Valley, loin des prairies verdoyantes du Minnesota, offrait des températures dépassant souvent 40 degrés Celsius. Les actrices, engoncées dans des robes en laine et des corsets, luttaient contre la chaleur, certaines s'évanouissant sur le plateau. Les techniciens, transportant des équipements lourds, travaillaient dans des conditions exténuantes. Pourtant, cette adversité renforçait l'esprit d'équipe et le décor devint un foyer pour les acteurs, qui y passèrent parfois leur enfance.
À son apogée, 1976 à 1979, la petite maison attirait jusqu'à 22 millions de téléspectateurs par épisode, un exploit dans une ère sans streaming ni enregistreur numérique. Les familles américaines se réunissaient chaque lundi soir pour suivre les aventures des Ingalls. Les enfants s'identifiaient à Laura, avec son courage et ses nattes emblématiques. Les parents admiraient Charles et Caroline pour leur dévouement. Dans une Amérique marquée par la crise économique, le Watergate et les tensions raciales, Walnut Grove offrait un refuge moral, un rappel des valeurs de simplicité et de solidarité. La série influença la culture populaire. Les robes à carreaux de Laura inspirèrent la mode rétro, et des expressions comme Half Pint, le surnom de Laura, devinrent familières. Les épisodes spéciaux, comme celui où la communauté sauve un orphelin à Noël, devinrent des classiques rediffusés chaque année. Mais derrière cette façade idyllique, des tensions couvaient, tant sur le plateau qu'avec NBC. Au début des années 1980, la télévision américaine changeait de visage. Les drames familiaux ruraux, comme La Petite Maison ou les Walton, perdaient du terrain face à des feuilletons urbains comme Dallas et Dynasty. Ces séries, avec leurs intrigues de pouvoir, leurs personnages glamour et leurs rebondissements dramatiques, attiraient un public plus jeune et citadin. Les récits pionniers, perçus comme démodés, voyaient leurs audiences décliner. La Petite Maison passa de 22 millions de téléspectateurs à environ 12 à 15 millions dans les saisons 7 et 8, 1980 à 1982. NBC, sous pression pour moderniser sa grille, envisageait d'annuler la série dès 1981. Landon, profondément attaché à son projet, négocia une 9e saison, mais à des conditions strictes, budget réduit, moins d'épisodes et un recentrage sur de nouveaux personnages, comme Laura adulte et son mari Al Manzo. Mais sans la présence centrale de Charles Ingalls, la série perdait son âme. Des acteurs clés, comme Melissa Sue Anderson, Marie, quittèrent le casting, et les nouveaux personnages, comme les enfants adoptés par les Ingalls, peinaient à captiver. Landon voyait La Petite Maison comme une extension de lui-même, un testament de sa vision artistique et morale. Lorsqu'NBC confirma l'annulation en 1983, il refusa de laisser la série s'éteindre discrètement. Il insista pour écrire et réaliser le final lui-même, déterminé à offrir une conclusion qui reflète l'esprit des pionniers, la résilience face à l'injustice. Ainsi naquit La Petite Maison, l'ultime adieu, un téléfilm qui allait défier toutes les attentes et laisser une marque indélébile. Diffusé le 6 février 1984, l'ultime adieu présentait une intrigue d'une audace rare. Un promoteur immobilier, Nathan Lacité, revendique la propriété de Walnut Grove, menaçant d'expulser ses habitants. Face à cette trahison, les villageois, menés par Charles Ingalls, décident de ne pas céder. Dans une scène mémorable, Charles, incarné par Landon, déclare « Si cet endroit ne peut être à nous, il ne sera à personne ». Ce qui suit est un acte de défi collectif. Les habitants détruisent leur propre village, bâtiment par bâtiment, pour empêcher son exploitation. Cette décision narrative était plus qu'un rebondissement. Elle reflétait la philosophie de Landon, protéger l'intégrité de son œuvre à tout prix. Après 9 ans à construire Walnut Grove, il refusait que les décors soient réutilisés pour une autre production ou laissés à l'abandon. S'ils ne sont pas à nous, ils ne seront à personne, aurait-il confié à un membre de l'équipe, une phrase qui résumait son amertume face à l'annulation par NBC. Le tournage de la scène finale, en août 1983, fut un moment chargé d'émotions. Le décor de Simi Valley, construit sous la direction de Landon en 1974, était un lieu de mémoire. L'école avait vu Laura devenir enseignante, l'église avait accueilli mariage et sermons, la maison des Ingalls avait été le théâtre de moments tendres et tragiques. Mais Landon, déterminé à clore la série à sa manière, ordonna une destruction totale. Une équipe de démolition professionnelle posa des charges explosives dans chaque structure, l'école, l'église, le magasin des Olsons, la scierie et la maison des Ingalls. Les explosions, filmées en une seule prise pour un impact maximal, étaient réelles, sans effets spéciaux. Les acteurs, placés à une distance de sécurité, regardaient en larmes. Melissa Gilbert, alors âgée de 19 ans, décrivit l'expérience comme « la fin de mon enfance ». Karen Grassle, qui jouait Caroline, parla d'une « perte irréparable ». Alison Argrim, l'inoubliable Nellie Olson, se souvenait de l'odeur âcre de la poudre et du silence oppressant qui suivit. Landon, au centre du plateau, resta immobile après le tournage, contemplant les débris fumants. Selon un technicien, il resta plusieurs minutes sans parler, les mains dans les poches, comme s'il portait le poids de son choix. Pour lui, détruire Walnut Grove était un acte symbolique, un moyen de préserver l'intégrité de la série contre toute récupération.
Lorsque l'ultime adieu fut diffusé, les téléspectateurs furent stupéfaits. Pendant 9 ans, ils avaient suivi les Ingalls à travers des épreuves sécheresse, incendies, deuil, mais rien ne les avait préparés à voir Walnut Grove détruit par ses propres habitants. Les réactions furent vives et divisées. Des milliers de lettres affluèrent à NBC. Certains fans saluaient la fin comme un acte de courage, comparant la destruction à la résistance des pionniers face à l'oppression. D'autres la jugeaient sacrilège, accusant Landon de trahir l'esprit de la série. Une téléspectatrice écrivit « Voir l'école exploser, c'était comme perdre un morceau de mon cœur ». Des rumeurs prétendirent que NBC avait tenté de censurer l'épisode pour sa violence. En réalité, il fut diffusé tel que Landon l'avait conçu, mais sa brutalité le rendit difficile à rediffuser. Les chaînes locales privilégiaient des épisodes plus chaleureux, comme ceux de Noël, ce qui alimenta le mythe d'une suppression. Pourtant, le final resta gravé comme l'un des adieux les plus audacieux de la télévision. Si la petite maison projetait une image d'harmonie, les coulisses étaient marquées par des tensions. Michael Landon, charismatique et visionnaire, était aussi un perfectionniste autoritaire. En tant que showrunner, il contrôlait chaque détail, dialogue, mise en scène, éclairage, montage. Ce perfectionnisme donna à la série sa puissance émotionnelle, mais créa un environnement tendu. Landon écrivait jusqu'à l'aube, arrivait au lever du soleil, et tournait jusqu'à la nuit. Les techniciens plaisantaient en disant qu'il aurait pu gérer seul la caméra, le son, et même construire Walnut Grove. Dès la première saison, Landon entra en conflit avec Ed Friendly, le co-créateur. Friendly voulait une série douce, fidèle au livre de Wilder, avec des récits simples pour un public familial. Landon, lui, visait un drame cinématographique avec des thèmes sociaux audacieux. Lorsque leurs visions divergèrent, Landon écarta Friendly, prenant le contrôle total. Cette décision donna à la série son ton unique, mais établit aussi Landon comme un leader parfois intimidant. Karen Grassle, qui incarnait Caroline Ingalls, se heurta à Landon sur des questions de salaire. Malgré son rôle central, elle gagnait moins que ses collègues masculins, comme Landon ou Merlin Olsen. En 1976, elle demanda une augmentation, mais Landon refusa, et leur relation devint tendue. Grassle décrivit Landon comme un homme paradoxal, généreux dans ses moments de chaleur, capable de pleurer sincèrement à l'écran, mais aussi prompt à blesser par une remarque cinglante. Leur conflit s'apaisa des années plus tard, peu avant la mort de Landon, lorsqu'ils se réconcilièrent. Melissa Gilbert, qui jouait Laura dès l'âge de 9 ans, voyait Landon comme un père de substitution, surtout après le décès de son père adoptif en 1976. Il la guida à travers la célébrité et l'adolescence, lui offrant conseils et protection. Mais leur lien fut brisé en 1981, lorsque Landon entama une liaison avec Cindy Clerico, une maquilleuse, alors qu'il était encore marié à Lynn Noé. Pour Gilbert, marquée par le divorce de ses parents, cette nouvelle fut un choc. Elle coupa contact avec Landon pendant près d'une décennie, refusant de lui parler même après la fin de la série. Melissa Sue Anderson, qui jouait Marie, vivait isolée sur le plateau. Le divorce de ses parents et la surveillance stricte de sa mère la rendaient distante. Sa relation avec Gilbert était froide, malgré leur complicité à l'écran comme sœur. Dans ses mémoires, Prérital, 2009, Gilbert décrivit Anderson comme distante, comme un mur. Cette tension, invisible à l'écran, ajoutait une couche de complexité aux coulisses. Le tournage à Simi Valley était un défi physique et émotionnel. Les journées de 12 à 14 heures sous des températures dépassant 40 degrés Celsius épuisaient l'équipe. Les actrices, portant des costumes d'époque en laine épaisse, souffraient de la chaleur, certaines s'évanouissant sur le plateau. Les techniciens, transportant des équipements lourds, plaisantaient sur les journées à 3 caisses, où 3 caisses de bière étaient nécessaires pour tenir le coup. Les rumeurs sur Landon ajoutaient à l'atmosphère tendue. On disait qu'il buvait du café mélangé à du brandy pour supporter les longues journées, ce qui exacerbait ses sautes d'humeur. Malgré ces défis, Landon maintenait l'unité de l'équipe par son charisme. Il pouvait passer d'un mentor bienveillant à un perfectionniste glacial en un instant, mais son talent inspirait le respect. Comme le nota Alison Hargream dans Confession of a Prairie Beach, 2010, Landon était un génie avec un côté sombre, mais sans lui, la série n'aurait jamais été ce qu'elle était. La 9e saison, 1982 à 1983, fut marquée par l'épuisement. Les audiences chutaient, tombant à environ 10 millions d'épisodes. Plusieurs acteurs, comme Anderson, quittèrent le casting et les nouveaux personnages, comme les enfants adoptés par les Ingalls, peinaient à captiver. NBC poussa Landon à créer un spin-off, La Petite Maison, un nouveau départ, centré sur Laura et Almanzo.
Mais sans la présence constante de Charles Ingalls, la série perdit son cœur. Landon, épuisé par des années de production intense et par des problèmes personnels, notamment son divorce avec Lynn Noé, luttait pour maintenir la magie. Lorsqu'NBC confirma l'annulation en 1983, Landon refusa une fin banale. Il conçut l'ultime adieu comme un acte final de contrôle, un moyen de clore la série selon ses termes. La destruction de Walnut Grove n'était pas seulement une conclusion narrative. C'était un message à NBC, aux spectateurs et à l'industrie télévisuelle. Landon voulait s'assurer que la petite maison reste intouchable, même dans la mort. La diffusion de l'ultime adieu en février 1984 fut un choc national. Les téléspectateurs, habitués aux résolutions émouvantes de la série Un sermon de Charles, une étreinte familiale, furent stupéfaits de voir Walnut Grove détruit par ses propres habitants. Les lettres affluèrent à NBC. Certains fans saluaient le courage de Landon, comparant la destruction à l'esprit de résistance des pionniers. D'autres la jugeaient sacrilège, accusant Landon de trahir l'esprit de la série. Une mère de famille écrivit « J'ai pleuré en voyant l'église s'effondrer. C'était comme perdre un ami. » Des rumeurs prétendirent que NBC avait tenté de censurer l'épisode pour sa violence. En réalité, il fut diffusé tel que Landon l'avait voulu, mais sa brutalité le rendit difficile à rediffuser. Les chaînes locales privilégiaient des épisodes plus chaleureux, comme ceux de mariage ou de Noël, ce qui alimenta le mythe d'une suppression. Pourtant, le final resta gravé comme l'un des adieux les plus audacieux de la télévision. Pour Landon, détruire Walnut Grove était à la fois un acte artistique et personnel. Il voyait la série comme une extension de lui-même, un monde qu'il avait construit de toutes pièces. En le réduisant en cendres, il s'assurait que personne ne pourrait le réutiliser ou le dénaturer. Comme il l'expliqua dans une interview de 1984, « Je ne voulais pas que Walnut Grove devienne un décor de sitcom ou un terrain vague. Il méritait une fin digne. » Cette décision reflétait aussi son amertume envers NBC. Après 9 ans de succès, il se sentait trahi par la chaîne, qui avait réduit les budgets et imposé des contraintes. La destruction était sa manière de reprendre le contrôle, de dire au revoir à ses conditions. Comme le nota Melissa Gilbert, Michael ne faisait jamais les choses à moitié. Il voulait que cette fin soit aussi grande que la série elle-même. Avec 204 épisodes produits entre 1974 et 1983, La Petite Maison dans la Prairie a redéfini le genre du drame familial. En abordant des thèmes universels, pauvreté, racisme, deuil, résilience avec une honnêteté rare, elle a appris aux spectateurs que la famille n'était pas synonyme de perfection, mais de persévérance. Des épisodes comme celui sur la cécité de Marie ou la perte du bébé des Ingalls restent parmi les plus émouvants de l'histoire télévisuelle. La série a survécu grâce aux rediffusions, d'abord sur les chaînes locales, puis sur des plateformes comme Hallmark Channel, plus récemment, le streaming, Amazon Prime, Peacock. Elle touche des générations qui n'étaient pas nées lors de sa première diffusion. Les robes à carreaux de Laura, les sermons de Charles et même la méchanceté de Nellie Olson sont devenus des icônes culturelles. En 2025, des conventions de fans attirent encore des milliers de personnes et des produits dérivés livres, DVD, poupées continuent de se vendre. Pour les acteurs, l'héritage de La Petite Maison est complexe. Melissa Gilbert, à jamais associée à Laura, a transformé sa célébrité en une carrière d'écrivaine et de productrice. Dans Prairital, elle raconte comment la série a façonné sa vie, tout en révélant les défis personnels qu'elle a surmontés. Karen Grassle, malgré ses tensions avec Landon, lui rendit hommage après sa mort en 1991, reconnaissant son génie. Alison Argrim, l'inoubliable Nellie, a utilisé son rôle pour se lancer dans la comédie et le militantisme, notamment pour les droits des enfants maltraités. D'autres, comme Jonathan Gilbert, Willie Olson ou les jumelles Greenbush, Carrie Ingalls, se sont éloignés d'Hollywood, mais restent liés à la série par leur nom. Michael Landon poursuivit sa carrière avec Les Routes du Paradis, 1984 à 1989, une série sur un ange aidant des âmes perdues, prolongeant son message de compassion. Mais sa mort prématurée en 1991, à 54 ans, d'un cancer du pancréas, laissa un vide. Pour ses collègues, il était à la fois un mentor, un tyran et une figure paternelle. Comme le dit Argrim, Michael nous a donné nos carrières, mais il nous a aussi appris à nous battre pour ce qu'on aime. La destruction de Walnut Grove n'était pas qu'un coup de théâtre, c'était un acte d'amour, de colère et de contrôle. Michael Landon, en réduisant son œuvre en cendres, a protégé La Petite Maison dans la Prairie contre l'oubli ou la banalisation. Près de 50 ans plus tard, les fans continuent de débattre, était-ce un geste de génie ou une profanation? La série,
avec ses leçons intemporelles sur la famille et la résilience, reste vivante dans les rediffusions et les cœurs. Que voyez-vous lorsque vous pensez à La Petite Maison? Les flammes de Walnut Grove ou les histoires qui ont fait sa grandeur? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez si ce final vous a marqué, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits légendaires d'Hollywood.